Bonjour, merci de rester sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a effectué hier matin une visite à la DGE et à la CENI. Il s'agissait pour Django Sissoko de s'enquérir des préparatifs des élections et d'inviter les différentes structures à une synergie d'action pour mieux amorcer le dernier virage avant les élections du 28 juillet prochain. Django Sissoko a précisé que les élections auront bien lieu sur toute l'étendue du territoire national. Reportage de Modibo Mariko. Une visite au moment où les préparatifs amorcent presque les derniers virages. Il s'agissait ainsi pour les Premier ministres de venir encourager les différentes équipes sur place. Des encouragements à même de donner le coup d'accélérateur nécessaire. J'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu. Les préparatifs vont bon train, tant au niveau de la délégation générale aux élections qu'à la CENI. Et j'ai trouvé des responsables engagés, des responsables soucieux non seulement de l'avenir du processus électoral, mais de l'avenir de notre pays. Parce que l'avenir immédiat du Mali a pour socle quand même l'organisation d'élections crédibles pour nous permettre de sortir de cette situation que nous vivons. La rencontre a ainsi permis à Django Sissoko de partager ses informations et recenser les différents problèmes au niveau de chaque structure. Du côté de la DG, par exemple, le Premier ministre a pu noter des retards dans la livraison d'ordinateurs portables, des problèmes de moyens de locomotion et les délestages qui empêchent la structure de tourner à plein régime, pour ne citer que cela. Pendant que du côté de la CENI, le défi a pour nom recrutement et formation de 25 000 délégués de bureaux de vote et la gestion de la question de l'accréditation des observateurs. Des problèmes bien notés pour la résolution immédiate desquels le Premier ministre a pris des engagements. Je suis heureux vraiment de constater que la date prévue pour le premier tour de l'élection présidentielle sera tenue. Cette date sera respectée et l'élection présidentielle aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. Je dis bien sur toute l'étendue du territoire national. Pour ceux qui en doutent encore, c'est une réalité que nous constaterons dans quelques semaines. J'ai pris l'engagement de résoudre tous les problèmes que les deux responsables ont posés. Et ces problèmes sont d'ordre matériel, d'ordre financier, et puis il y a un problème de sensibilisation de notre peuple et de la classe politique face, par exemple, aux insuffisances du fichier électoral biométrique. Le fichier biométrique étant loin d'être une panacée, le Premier ministre a engagé les deux structures à rencontrer les forces vives du pays pour l'amorce d'une large campagne de sensibilisation sur ces insuffisances. Le gouvernement et même le président de la République pourraient être mis à contribution si cela est nécessaire, a-t-il fait savoir. L'objectif pour cela est de partager les insuffisances pour minimiser leur impact sur les résultats. Toute chose qui pourrait éviter à notre pays des crises post-électorales, a-t-il ajouté. L'Assemblée nationale a adopté hier matin, lors d'une session plénière, une nouvelle loi électorale avec laquelle les autorités maliennes disposeront désormais d'un outil législatif qui permettra d'organiser les élections de 2013. Cette nouvelle loi restreint l'utilisation de la procuration. Le projet de loi a été défendu par le ministre délégué chargé de la décentralisation. Omar Ikone. Rien ne s'oppose à l'organisation des élections de 2013 sur la base du fichier électoral biométrique. La manifestation de cette volonté politique, c'est la modification de la loi électorale en date du 4 septembre 2006. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des députés présents dans la salle, 107 pour, 19 contre et 4 abstentions. Il consacre la nature biométrique du fichier électoral. Autre innovation, la carte NINA est retenue comme unique document pour voter. À cela s'ajoute l'allègement de la procédure de transfert de l'électeur en cas de changement de résidence. La motivation principale de cette loi, puisqu'il faut le dire maintenant comme ça, c'est pour la prise en charge de la biométrie. Nous avons procédé à un recensement administratif à caractère état civil et les partis ont convenu, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et l'administration ont convenu qu'il faut aller désormais aux élections avec un fichier biométrique. Donc cet aspect n'était pas pris en compte dans la loi. Il fallait modifier donc la loi pour l'intégrer.
Le projet de loi prévoit seulement la possibilité du vote par procuration pour les agents des forces armées et de sécurité sur le théâtre des opérations, des membres de la CENI, des présidents et assesseurs du bureau de vote, les mandataires des candidats des partis politiques et les délégués des partis politiques. L'amendement majeur a porté sur l'article 147. À ce niveau, le parrainage des candidatures a fait l'objet de débats houleux. Il est considéré par certains comme source de corruption et de chantage. Je crois que nous ne l'avons pas perçu de cette manière. L'esprit pour nous, c'est de moraliser effectivement les élections et de ne pas permettre à n'importe qui de se présenter à ces élections qui coûtent excessivement cher, et surtout pour un pays pauvre comme le Mali, et qui en plus sort d'une crise. À titre d'illustration, les élections passées, un candidat au présidentiel avait coûté environ 200 millions. Ce projet de loi crée enfin les conditions pour permettre à nos compatriotes déplacés dans les pays voisins de jouir de leurs devoirs civiques. À noter que le projet de loi initié par le gouvernement a été adopté lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 10 mai 2013. Un mot des élections toujours avec cette fois-ci le directeur général de l'administration du territoire qui était l'invité du journal télévisé de 20h d'hier lundi. Bassidi Koulibaly, interrogé par Ndeye Sissoko, parle de l'impact du vote par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi électorale sur le processus électoral. Je pense que notre pays vient de franchir une étape extrêmement importante avec l'adoption de cette loi. Parce que vous vous souvenez qu'en janvier, le 29 janvier, l'Assemblée nationale a adopté la feuille de route qui a fixé des priorités au gouvernement de transition. Et ces priorités, c'est le regroupement de l'intégrité du territoire national et l'organisation des élections avant le 31 juillet. Et ça, c'était la première étape. La deuxième étape, aujourd'hui, c'est l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale qui consacre véritablement le point de départ effectif de la préparation des opérations électorales. Comme on s'y attendait, parce qu'aujourd'hui notre pays s'est engagé dans une voie pour réduire autant que possible la fraude électorale. Et cette fraude électorale avait comme socle un certain nombre de situations. Les partis politiques ont exprimé le désir d'avoir en tout cas un fichier électoral biométrique. Et ce fichier biométrique doit comporter la photo, l'empreinte et un numéro d'identification pour permettre d'identifier correctement l'électeur. Voilà, ce qui et justement dans ce cadre-là qu'il fallait prendre en charge cette donnée pour l'intégrer dans la loi électorale et qui va avoir comme conséquence un certain nombre de conséquences, notamment en ce qui concerne la non prise en charge des nouveaux électeurs, c'est-à-dire les majeurs, les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les gens qui sont nés en 1995 et qui n'ont pas les données biométriques dans le fichier état civil, c'est-à-dire les données biométriques sur la photo et les empreintes. Parce que quand on faisait les RAVEC en 2009, ils n'avaient pas encore 15 ans, donc on ne pouvait pas prendre leurs photos et leurs empreintes digitales. Actualité hors du continent présent en relation indo-chinoise avec la visite à New Delhi du Premier ministre chinois Li Keqiang venu renforcer les liens de coopération entre les deux pays qui se sont longtemps considérés comme puissances rivales. Le Premier ministre chinois à New Delhi, c'est le dragon qui rencontre l'éléphant. Deux géants qui se sont longtemps regardés comme des puissances rivales et qui veulent s'engager sur le chemin de la détente. Dès son arrivée et avant de discuter avec son homologue, le Premier ministre indien Manmohan Singh, Li Keqiang a fait part de ses intentions. Le but de ma visite en Inde est en 3 volets. Accroître la confiance mutuelle, intensifier la coopération et faire face à l'avenir. Au menu des discussions, le commerce bilatéral, mais aussi le différend frontalier qui empoisonne les relations entre l'Inde et la Chine depuis plus de 50 ans.
État de l'Arunachal Pradesh aux confins de l'Himalaya, c'est là que les deux pays se sont affrontés en 1962, la Chine infligeant une défaite aux Indiens. Depuis, 14 cycles de négociations se sont déroulés sans succès. L'incursion en avril dernier de soldats chinois près de 20 km à l'intérieur du territoire indien a provoqué récemment un regain de tension. Le commerce pourrait devenir le moteur de la paix puisque Pékin veut doper les échanges entre les deux pays les plus peuplés de la planète. La Chine est déjà le deuxième partenaire commercial de l'Inde. Elle voudrait accroître ses investissements dans ce pays, mais cela pose pour New Delhi des problèmes de sécurité. Par exemple, les Chinois ont très envie d'investir en Inde, mais il y a clairement certains secteurs que nous n'ouvrirons pas. La question des infrastructures est une question à double tranchant. Fait positif, Pékin et New Delhi semblent prêts désormais à mettre de côté leurs différents frontaliers pour travailler ensemble et faire du continent asiatique le moteur économique de la planète. L'actualité en bref dans le monde à présent avec la tempête dans le Midwest des États-Unis, l'expulsion de la Russie du diplomate américain Ryan Fogel, les violences à Karachi au Pakistan suite à la mort de Zohra Hussein, l'une des responsables du mouvement pour la justice, et la guerre en Syrie où l'armée de Bachar al-Assad aurait repris la ville d'Al-Ousseir, QG de la rébellion. L'armée syrienne affirme avoir repris le contrôle d'Al-Qousser à la frontière libanaise. La ville de 30 000 habitants, centre névralgique de la rébellion, serait tombée suite à une offensive des troupes de Bachar al-Assad, épaulée par le Hezbollah en première ligne lors de ces combats. Selon une source militaire syrienne, l'armée se dirigerait désormais vers le secteur nord où seraient retranchés les rebelles qui tenaient la ville depuis plus d'1 an. Des tensions toujours aussi vives au Pakistan après la mort à Karachi de Zohra Hussein, l'une des responsables du mouvement pour la justice. Les manifestations se multiplient à travers le pays pour dénoncer son assassinat à l'appel d'Imran Khan, le leader du parti. Imran Khan qui accuse ouvertement son rival, Atlaf Hussein, le dirigeant d'un parti indépendant bien implanté à Karachi, d'être derrière l'embuscade tendue à Zohra Hussein samedi. Un nouvel épisode dans la longue crise politique qui mine le Pakistan après les fraudes qui avaient entaché les législatives du 11 mai dernier. Déclaré persona non grata par Moscou, le diplomate américain Ryan Fogel vient d'être expulsé de Russie. Il avait été arrêté le 14 mai dernier, accusé d'être un espion et d'avoir tenté de recruter un citoyen russe pour le compte de la CIA. Aux États-Unis, la tempête a été si puissante qu'elle a engendré près d'une vingtaine de tornades dimanche dans le Midwest américain. De la ville de Shawnee, par exemple, il ne reste plus qu'un amas de bois et de ferraille. Ici, en Oklahoma, mais aussi dans les États du Kansas et de l'Iowa, des zones ont été complètement ravagées, des centaines d'habitations détruites, des voitures et des camions emportés comme des fétus de paille. D'après les autorités, une personne a été tuée, une vingtaine d'autres ont été sérieusement blessées. Jeudi, 10 tornades s'étaient déjà abattues sur le Texas. Retour à l'actualité nationale avec le président du syndicat des journalistes reporters qui a animé un point de presse ici à Bamako pour présenter le nouveau bureau syndicat aux hommes de médias créé le 21 avril dernier. Ce syndicat devra s'occuper des préoccupations des journalistes reporters du Mali. Le conférencier entend implanter les démembrements dans les autres régions du Mali. Écoutons Baye Coulibaly, président du syndicat des journalistes reporters au micro de Moussa Fani. Nous, journalistes reporters du Mali, sommes engagés désormais dans une union sacrée au sein d'une organisation syndicale dénommée Syndicat des journalistes reporters du Mali, CIJOR. Notre devise est l'indépendance et le professionnalisme. À cet effet, les objectifs du CIJOR sont, entre autres, défendre les intérêts moraux et matériels des journalistes reporters, améliorer l'image de la presse malienne, lutter contre la diffamation et la manipulation de l'information, sauvegarder la paix et renforcer l'amitié et la coopération entre les couches professionnelles et politiques du pays par le biais d'une information libre, contribuer à la formation des journalistes dans le cadre de la promotion de l'indépendance et du professionnalisme, tisser une franche relation de collaboration entre les journalistes et reporters, contribuer à l'instauration d'un climat de paix, lutter contre la propagation de l'hystérie bunistique, défendre la liberté de la presse
et des journalistes contre l'influence des monopoles et des groupes financiers, lutter pour la prise en compte des préoccupations des journalistes et reporters dans les décisions se rapportant à la presse malienne. Le système LMD, facultés, instituts et les grandes écoles. Le thème était au centre d'une conférence débat ce dimanche dans la salle de loisirs du lycée Monseigneur Didier Monclos de Sikasso. Cette conférence qui a été initiée par le cercle de réflexion des ambassadeurs pour le développement de l'éducation et la formation CRADEF vise à mieux préparer les bacheliers dans leur choix pour la poursuite des étudiants universitaires. Reportage de Daouda Djekite. En organisant cette conférence débat sur le thème système LMD, facultés, instituts et les grandes écoles, le cercle de réflexion des ambassadeurs pour le développement de l'éducation et la formation CRADEF veut apporter sa contribution à la formation des jeunes élèves et futurs bacheliers dans la poursuite de leur cursus scolaire. Donc, le CRADEF a initié cette conférence débat pour éclairer les jeunes lycéens et les étudiants concernant le système LMD et les différentes filières se trouvant aux universités de Bamako, dans les objectifs de l'association. Ça c'est contribuer au développement de l'éducation, pour les actions de développement socio, économique, éducatif et culturel. Avec les élèves du lycée Monseigneur Didier Monclos de Sikasso, le conférencier Dr Belko Touré s'est beaucoup apaisanti sur les difficultés des élèves dans le choix des filières, le fonctionnement du système universitaire et surtout le système licence, master, doctorat. Une démarche qui concourt à la formation et l'orientation des apprenants. Vous savez que pour les jeunes, les étudiants, aujourd'hui le système LMD c'est un système international, même universel. Donc il est bien que les Maliens, dès maintenant, avant même le bac, essaient de s'approprier de cet instrument. C'est un instrument qui permettra à la jeunesse d'être à la hauteur d'abord de l'UEMOA, de la CEDEAO et ensuite de la jeunesse africaine. A signaler que cette conférence débat consacre le lancement des activités du cercle de réflexion des ambassadeurs pour le développement de l'éducation et la formation CRADEF. Le client est roi dans les structures de santé, c'est ce que prévoient des textes adoptés en 2002. Il s'agit de la loi hospitalière et de la charte du malade. Selon ces deux textes, un patient qui arrive en service des urgences doit être entièrement pris en charge avant qu'on ne lui tende une ordonnance. Les dispositions que l'hôpital Gabriel Touré a commencé à appliquer et qui a nécessité une mise à niveau de certains de ses services comme la pharmacie, le laboratoire et la radiologie. Focus Santé est une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. La loi hospitalière et la charte du malade, deux textes importants dans la réglementation du système de santé au Mali et datant respectivement de 2002 et de 2008. En plus des aspects réglementaires d'organisation, ces textes codifient les droits et les devoirs des patients en relation avec les structures de soins. Ils font du patient un roi et permettent aux structures de santé d'atteindre de meilleurs résultats, surtout qu'en service d'urgence, le délai de prise en charge du patient est déterminant. Dans le cadre du service public hospitalier, quand un malade arrive en urgence, il est soigné d'abord. Ensuite, le problème d'argent est réglé après. Donc il s'agit pour le personnel de santé de faire le nécessaire pour que dès que le malade arrive dans la cour, on le prend en charge, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Et puis après, on demande à la famille de payer à la caisse. Maintenant, nous, à Gabriel Touré, on s'est organisé pour que dès que le malade arrive, quand la prise en charge commence au service des urgences, il y a un agent du service social qui entre en contact avec la famille pour expliquer que nous sommes en train de travailler pour faire les soins immédiatement et que l'argent doit être payé à la caisse. Au départ, la structure a mis l'accent sur les actions d'information et de sensibilisation, la réorganisation avec une plus forte implication des services de radiologie, du laboratoire, de la pharmacie et du service social. On a une attestation de traitement. Avec cette attestation de traitement, maintenant la famille paye. Et la loi va encore plus loin puisqu'elle dit que nous devons après engager toutes les procédures pour pouvoir entrer dans nos fonds.
Maintenant, si il se trouve que c'est un malade qui n'est pas du tout solvable, alors la loi demande au ministre de la Santé de payer. Surprise pour les infortunés qui ont été les premiers à bénéficier de la mesure, nécessitant forcément que les principaux services impliqués soient remis à niveau. Pour un début, on parle de patinage, de bilan mitigé. L'hôpital reconnaît qu'il rencontre des problèmes. La pharmacie de l'hôpital, pratiquement, il n'y a rien. Il faut dire clairement les choses. Parce qu'une pharmacie qui ne peut pas fournir du sérum salé aux patients, ça pose problème. Une pharmacie qui ne peut pas fournir du fil de suture aux patients, ça pose problème. Parce que l'activité du service des urgences est à 70% occupée par la traumatologie routière. On a quelques difficultés quelquefois aussi avec des fournisseurs. Parce qu'il y a les procédures des marchés publics, malheureusement, qui ne tiennent pas compte des spécificités des médicaments et accessoires. Donc il arrive qu'on ait des fournisseurs qui ne soient pas toujours en règle avec les fiscs. Soigner le patient qui arrive en urgence avant de lui tendre une ordonnance. Cette disposition devrait être appliquée au niveau de toutes les structures sanitaires du pays, autrement dit du centre de santé communautaire au centre hospitalier universitaire en passant par le centre de santé de référence. Normalement, quand vous arrivez avec un malade dans un centre de santé de référence, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de médicaments, on ne doit pas vous dire qu'il n'y a pas de place. Les responsables de ces établissements ont obligation de soigner les malades d'abord et de chercher la place ensuite. Ce système, il est bon. C'est un bon système. Vous ne savez pas, vous ne saurez que ce système est bon que lorsque vous serez directement intéressé par ce système. Si vous avez un parent qui fait un accident, qu'on amène aux urgences à 2 h du matin, ce n'est pas évident que vous ayez dans les poches 50 000 francs, 60 000 francs. Mais le lendemain matin, c'est sûr et certain que vous aurez 1 million dans la poche. Mais de la nuit au matin, ça peut être trop tard pour ce patient. À l'hôpital Gabriel Touré, on insiste là-dessus, la mesure n'est applicable que pour les urgences et c'est loin d'être de la gratuité. Si les patients qui bénéficient de la mesure ne remboursent pas, cela conduirait directement au blocage du mécanisme, blocage qui pourrait se traduire par une défaillance de la structure sanitaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève.